est dans la salle? Je suis là, madame. Ok. Merci, Prenez madame. le micro. Voilà. Merci, madame, de m'avoir donné la parole. Moi, j'ai une préoccupation. On parle, hier vous avez suivi des voix qui se sont levées ici pour déplorer notre justice. Il vous souviendra qu'il y a 5 ans que dans cette salle, des gens ont été jugés, des gens ont été condamnés parce qu'ils ont versé gratuitement le sang tchadien. Il vous souviendra également qu'il y a 5 ans que le gouvernement a été condamné de verser 50% sur les 75 milliards. Je voudrais porter à votre information que, à votre intention que depuis que le procès de Dakar a eu lieu, depuis que le procès de N'Djamena a eu lieu, j'ai 250 cas de décès des victimes. Ces victimes pouvaient espérer leur dédommagement, leur réparation et utiliser ça pour se faire soigner. Vous n'êtes pas présenté, hein? Pardon? Vous ne vous êtes pas présenté, vous représentez quelle structure? Je suis le président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré, AVCRH. S'il vous plaît, continuez. Voilà, donc je disais que ces victimes, espérant que le gouvernement ou leur gouvernement pouvait se souvenir d'elles. Les victimes meurent parce qu'il leur faut de la nivaquine. Les victimes meurent parce qu'ils ne peuvent pas aller se faire soigner. Mais pourquoi le gouvernement a-t-il organisé ce procès alors? Quel est le problème qui empêche notre gouvernement d'appliquer cette décision de justice qui bientôt a 6 ans? Vais-je continuer à enregistrer ces cas de décès parce qu'ils espèrent que leur pays va se souvenir d'eux? Je voudrais faire ce plaidoyer auprès du Présidium que le souci fondamental des victimes soit pris en compte et que le maréchal qui est en train de me suivre certainement puisse, n'est-ce pas, s'investir afin que ces victimes entrent dans leurs droits. Ce n'est pas de l'aumône, c'est une question de droit et c'est leur droit d'être réparés parce que leur gouvernement a organisé un procès condamné des gens qui ont fait du mal dans ce pays-là. Malheureusement, ces gens qui devaient purger leur prison à Mossoro se trouvent ici à N'Djamena. Par quelle alchimie, je ne sais. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup, M. Clément Aboufuta. Je passe la parole à Dr Alabit Mustafa, à CNDH. Est-ce qu'il est dans la salle? Okay. شكرا السيدة الرئيسة على إعطاء هذه الفرصة. أنا حضرت هذا الملتقى باعتباري من الشخصيات المرجعية وليس ممثلا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السندهاش. أولا اسمحي لي في خلال الوقت المحدد لي أن أخرج عن الموضوع ثم أعود إلى الموضوع المطروح. أولا السيدة الرئيسة، لدي ملاحظة جوهرية فيما يتعلق بالتعديلات المتتالية لدستورنا الوطني. الدساتير عادة تحدد الأشياء المصيرية والجوهرية التي هي متطلب أساسي لسير المجتمع. على ذلك نحن دستورنا الحالي معدل من دستور 96 2000
2005 ثم 2013 ثم بعد ذلك جاء المؤتمر الشامل في 2018 ثم نحن الآن بصدد تعديل جديد. في ظرف كل 4 سنوات نحن لدينا تعديل دستوري. ما سبب ذلك؟ لماذا هذا التعديل؟ لأن في تقديري الإعداد المبدئي والتكوين الأساسي لم يكن شنو بالطريقة المناسبة. مثل هذه المواضيع يجب أن تناقش في إطار الجامعات ومراكز الدراسات بدراسة معمقة أقل تقدير فيها تصور لمدة 20 سنة. إذن أين المشكلة؟ لماذا نحن كل 4 سنوات نقف لنقيم مؤسساتنا الدستورية الكبيرة؟ يجب أن نتساءل. هذا التساؤل يجب أن يكون مصحوب بالنقد الصريح لسلوكنا كأشخاص متولي مسؤولية هذه المؤسسات. إذا لم نفعل ذلك سنظل كل 4 سنوات نجلس في مؤتمر شامل لتقييم هذا السلوك. حقيقة لم يحصل ذلك في أي بلد من البلدان، كل 4 سنوات مؤتمر جامع. لماذا؟ لأن تعاطينا الأساسي غير صحيح وغير منطقي. فيما يتعلق بمسألة الأشياء التي تتعلق بشكل الدولة، سامحيني خرج عن الموضوع، هذه مسألة يا جماعة تتعلق باستفتاء شعبي كما قالت أمس السيدة الرئيسة، وبالتالي يجب أن تطرح إلى الشعب لكي يدلي برأيه فيها. أنا أتحدث عن مسألة القضاء. إصلاح القضاء يحتاج إلى إصلاح العاملين فيه. القاضي التشادي ماذا لديه؟ أنا أعرف قضاة يقومون بوضع ملابسهم القضائية في حقائبهم، بعد ذلك يركبون المواصلات إلى أماكن عملهم استحاء من مكانتهم. القاضي بدون إمكانات يا جماعة لا يمكن أن يعمل بالضرورة. هذه مسألة جوهرية وأساسية. الفساد القضائي كلنا متفقين على أنه استشرى، ولكننا لم نتساءل عن سبب هذا الفساد. لا يمكن لقاضي أن يشتغل بمرتب موظف عادي. هل تقدر تكثر الكلام شوية؟ ما عندنا وقت كثير. نعم. إذن أنا أقترح توفير إمكانات كافية للسلطة القضائية أولا. ثانيا إعطاء هذه السلطة استقلالية تامة وعدم تدخل السلطة التنفيذية في العمل القضائي. فيما يتعلق بالشباب لا بد الاهتمام بالشباب أن يكون اهتمام واقعي. نحن طلابنا الذين يتحصلون على الترتيب الأول في الجامعات نتركهم في شوارع جمينا. مفترض هناك برنامج للجامعات كل الأوائل يتحصلون على منح حتى نحفز على العملية التعليمية. المسائل الآن التي نتحدث عنها الفساد وما إلى ذلك مسألة تربوية. أنا التقيت برئيس المركز الوطني للمناهج متوقف على طباعة المنهج فقط، ما عنده قرص عشان يطبع بي المنهج لكي يدرس أبناؤنا القيم المجتمعية التي نرتضيها ويجب أن نسير عليها. على ذلك يا جماعة المسألة ليست مسألة مؤتمرات السيدة الرئيسة. اسمحي لي نقطة واحدة فقط وأعود. فيما يتعلق بالمادة 9 المتعلقة بالازدواجية، منذ عام 1996 وحتى الآن لم يحصل شيء. التطبيق يا جماعة إذا ما ضرورة وطنية لماذا؟ لا يمكن أن نعلم. شكرا. Intervenant dans ce groupe, je passe la parole à M. Ben Malala. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Je passe la parole à M. Banani Enenki. Il est là? Ok. Merci, madame, de m'avoir passé la parole. Je voudrais joindre ma voix à celles qui ont précédé la mienne
pour présenter mes compliments au comité d'organisation et au présidium que vous présidez avec dextérité depuis 3 jours, 4 jours aujourd'hui. Je suis le président de l'organisation des acteurs non étatiques OANET. Je voudrais intervenir sur la question de l'éducation qui a été abordée déjà ce matin par M. Keïta, notamment sur la résolution numéro 12. En effet, nous savons tous que l'éducation est le fondement de tout développement. Et j'ai constaté que la question a été abordée de façon très superficielle dans le document produit par le comité de suivi. C'est vrai, la résolution a simplement recommandé de procéder à la réforme du système éducatif. Mais nous devons savoir que depuis l'accession du Tchad à l'indépendance, le système éducatif tchadien est passé déjà par plusieurs réformes. Depuis 1962, lorsque le gouvernement a décidé donc de tchadiniser le système, jusqu'à nos jours, on peut énumérer au moins 8 réformes que ce système a connues. La question, c'est de savoir à quel résultat ces différentes réformes ont conduit. Il s'agit aujourd'hui, et compte tenu du temps qui nous est imparti, parce que enseignant que je suis, je peux parler peut-être 2-3 heures de vous, mais je voudrais simplement aller à l'essentiel. Aujourd'hui, la question de réforme ne suffit plus. Il n'y a pas longtemps, en 2012, nous avons parlé de la renaissance de l'école tchadienne. On avait bon espoir que cette nouvelle école puisse répondre aux préoccupations que nous connaissons tous aujourd'hui. Notre système est décrié par le fait que c'est un système qui fabrique des chômeurs. Aujourd'hui, quand vous voyez l'effectif de nos candidats au bac, le pourcentage que nous enregistrons, alors que le baccalauréat n'est pas un concours, c'est un examen. Et qui dit examen, dit simplement un élève moyen qui peut réussir. Ce taux d'échec que nous enregistrons au bac nous interpelle sur le fondement même de notre système. Cela veut dire que beaucoup d'élèves ne devraient même pas arriver en terminale. Mais puisque beaucoup d'élèves ne devaient pas arriver en terminale, où est-ce qu'ils doivent aller? Le problème fondamental aujourd'hui, c'est un problème d'orientation. Il faut que notre système éducatif prévoie des passerelles de récupération des gens qui ne sont pas tous supposés aller vers des grands diplômes. Et pour cela, il y a des initiatives à prendre. Je me rappelle encore, 1987, jeune professeur de collège à Amtiman, on nous a créé ce qu'on a appelé le collège agro-pastoral d'Amtiman. Depuis cette dénomination, qu'est-ce que ce collège a produit? Aujourd'hui, nous avons besoin d'un système scolaire qui puisse donc favoriser l'insertion des élèves depuis les basses classes. Que des élèves soient orientés selon leur capacité dans des branches. Et pour ce faire, il faut développer un enseignement professionnel. Il faut que le Tchad se dote vraiment d'un enseignement professionnel efficace, efficient. Il faut donc multiplier des établissements de formation professionnelle. Depuis quelques années, on insiste sur la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Où en est-on?
il faut évaluer cela. On ne peut plus rester au niveau théorique. Quand vous voyez des amphithéâtres bondés, quand on ne fait que transmettre le savoir sans le savoir-faire, mais il va de soi que ces jeunes qui sortent de là se politisent, parce qu'ils trouvent que c'est en politique, peut-être qu'ils peuvent se faire une place au soleil. Tant qu'on n'aura pas qualifié les gens, on continuera à former des chômeurs. La question est fondamentale. Et je ne pense pas qu'au cours d'un forum comme celui-ci, on puisse sortir sans faire une résolution pertinente sur la question de la professionnalisation de notre système éducatif. Si nous ne voulons pas voir des jeunes engagés dans la politique, récupérés par les politiciens ou les politicas, il faut bien qu'ils aient quelque chose à faire. Quelqu'un a dit hier, vous me dites de devenir, d'entreprendre, alors que je n'ai jamais appris à entreprendre. Comment voulez-vous que d'un jour à l'autre, quelqu'un se retrouve entrepreneur alors qu'il ne connaît même pas le b.a.-ba de l'entrepreneuriat? L'Assemblée nationale a fait un travail très important sur le système éducatif. Où en est-on avec la mise en œuvre de ce document qui a reflété vraiment l'image de notre système éducatif? Il se pose un problème de gouvernance. Il faut que le système soit géré de la manière la plus efficace, de la manière la plus efficiente, et que nos préoccupations soient effectivement les préoccupations des gens qui veulent faire de l'école le substratum du développement du pays. Je voudrais donc dire que ce qui est dit dans ce document-là me paraît tellement léger qu'il faut une nouvelle résolution afin de prendre en compte tout le problème du système éducatif. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Banané. Le dernier groupe qui n'a pas pris la parole, c'est le secteur privé. Je vais passer la parole à Mme Nimad Baroud Mamad, vice-présidente de la CCAMA. Est-ce qu'elle est dans la salle? Oui. Madame Nimad Baroud, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je félicite le Présidium. Je vais intervenir sur le plan de l'entrepreneuriat d'abord, et si le temps me permet, je vais m'étaler. Lors du premier forum national inclusif tenu en mars 2018, le maréchal du Tchad, président de la République, avait promis au peuple qu'il prendra les dispositions pour qu'un forum d'une même envergure se tienne tous les 2 ans. Promesse tenue. En annonçant l'organisation de la 2e édition du dit forum, nous y voici et grande est notre joie. Ça nous permet au moins de nous exprimer, de dire tout ce qu'on pense. C'est une opportunité qui est offerte à toutes les composantes de la nation de faire le bilan de toutes les réformes entreprises et préconiser des rectificatifs si nécessaire pour permettre au Tchad de mettre le cap sur l'émergence, selon la vision des autorités de la République. De manière spécifique en ce qui concerne les femmes, vous souviendra-t-il que le chef de l'État a annoncé solennellement lors de la clôture du premier forum qu'il entend parvenir à la parité entre hommes et femmes dans la fonction élective, en commençant par un quota de 30% de candidates aux prochaines législatives. Nous faisons un plaidoyer pour que cette ordonnance du maréchal du Tchad soit appliquée à la lettre aux prochaines élections législatives qui pointent à l'horizon. Permettez-moi que je m'appesantisse particulièrement sur le volet entrepreneuriat au titre duquel je suis invité à ce forum. Il convient de le relever pour s'en féliciter qu'en 2 ans, des efforts louables ont été faits et ont débouché sur l'adoption de la loi numéro 12 du 28 juillet 2020 portant création de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin. Toutes les femmes commerçantes
et entrepreneurs ont salué cette avancée notoire et attendent avec espoir le décret d'application de la dite loi afin de rendre opérationnelle cette importante structure. N'oublions pas que les femmes jouent un rôle prépondérant dans la sphère économique du pays et à des différents degrés. En effet, en ce moment, malgré les efforts des femmes tant rurales qu'urbaines pour contribuer à la vie des ménages et au développement de notre pays, seuls 3% des unités de production ou entreprises formelles appartiennent aux femmes selon l'INSET. Raison pour laquelle nous pensons que l'accélération de la mise en place de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin s'impose. Madame la Présidente, vous conviendrez avec moi que cela permettra de redynamiser le réseau d'entrepreneurs et initiatrices de projets porteurs et à les mettre en relation avec de potentiels investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Elle sera, nous l'espérons, le point d'attraction de toutes les femmes tchadiennes, enclines à l'entrepreneuriat et en quête de financement et de partenaires pour développer leurs affaires, contribuer au développement économique. Le service de la dite chambre devrait être accessible à tous les porteuses de projets innovants et à fort potentiel de croissance. Son périmètre d'intervention devrait être tout aussi local, départemental, provincial et national. Nous ne devons pas perdre de vue la femme rurale qui produit, transforme et commercialise dans des conditions difficiles que vous tous savez. Nous osons espérer qu'à la sortie de ce forum, les dispositions seront prises afin que s'accomplisse la promesse du maréchal du Tchad, faite à toutes les femmes et d'une manière générale. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente du CCAMA. Madame la Présidente, je m'excuse. Madame la Présidente, veuillez m'excuser, vous m'avez appelé, j'étais absente, j'ai eu un contretemps. Mais je suis dans Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, on n'intervient pas comme ça. Juste pour m'annoncer, Madame Oui, la oui, Présidente. on m'a annoncé déjà que vous êtes là. Merci. Merci. Comme j'ai pris 3 par corporation, et maintenant si le temps nous reste, je vais revenir encore, parce qu'il faut que toutes les corporations qui ont été invitées aient l'opportunité de dire quand même un mot, et c'est pour ça que nous avons, le présidium a fait un travail remarquable, il a recensé toutes les demandes de parole, et nous les avons classées par corporation, et c'est pour ça qu'on voudrait donner vraiment la parole à tout le monde. Donc, le secteur privé, est-ce que M. Ibrahim Maloum est là? S'il n'est pas là, je passe la parole au suivant, M. Mamassal et Adam. Il est là? Oui. Ok. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde et merci Madame la Présidente de m'avoir convié à prendre la parole. Tout d'abord, je me permets de féliciter le comité d'organisation et particulièrement le présidium et la manière dont les travaux et les débats sont conduits. Félicitations renouvelées. Je voudrais intervenir sur 2 thèmes. Le premier concernant les femmes et la jeunesse. Et le deuxième thème, c'est les personnes vivant avec un handicap. Dans les résolutions numéro 8, 13, 15, nous avons parlé de fonds pour soutenir les femmes, de fonds pour soutenir la jeunesse et aussi les facilités bancaires qu'il faut accorder à ces 2 groupes. L'État a fait le maximum d'efforts dans ces 2 secteurs, 2 groupes, femmes et jeunesse, mais je voudrais souligner que l'État seul ne peut pas, quand bien même le moyen qu'il mettra pour faire sortir, faire émerger ces 2 groupes. Il faut absolument un secteur privé dynamique, créateur de richesses et d'emplois pour venir épauler notre pays et embaucher le maximum de jeunes et de femmes et aussi les pousser à être des entrepreneurs
Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Malheureusement, on constate ici au Tchad que le secteur privé traîne le pied. Pourquoi ce secteur privé traîne le pied? Beaucoup d'entreprises vivent un harcèlement fiscal, douanier, et vraiment, et aussi des délits de solvabilité. Quand vous allez en justice, c'est toujours les entreprises qui sont pénalisées, quand bien même elles ont raison. Donc je pense que là aussi, il faut qu'on redynamise notre secteur privé, on encourage la création d'entreprises et favoriser, parce que nous déjà, le Tchad, nous sommes handicapés par notre enclavement. Beaucoup d'entreprises préfèrent investir au Cameroun et utiliser le Tchad comme un marché de consommateurs. Donc il faut absolument que nous soyons attrayants, attirer ces investissements, qu'ils soient des investissements des nationaux que des investissements étrangers. Et c'est ça qui va créer des emplois, accompagner l'État et développer notre pays. Je voudrais parler de les trois secteurs où on peut créer des emplois. Le secteur d'abord primaire, c'est le socle de notre économie. Ce secteur primaire, des jeunes qui sortent chaque jour, chaque année, de nos universités, de nos instituts, c'est un flot, c'est une vague déferlante sur le marché d'emploi. Mais il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tous ces jeunes. Le secteur agricole, je pense qu'il faut utiliser ces jeunes-là qui sortent des écoles d'agriculture et tout ça, donc pour travailler dans ce secteur, qu'ils soient qu'on leur crée, qu'ils soient des exploitants agricoles. Et à ce moment-là, on leur donne les moyens. On les forme, on les coach pour qu'ils développent l'agriculture, pour qu'ils créent des richesses et qu'ils vivent à la sueur de leur front. Et vous verrez, l'agriculture tchadienne va émerger. De même, nos industries, le secteur secondaire, ces industries-là, il faut créer les climats des affaires qui soient favorables à des gens pour investir. Il y a beaucoup de Tchadiens qui ont des moyens et qui pourront investir lorsque le climat d'affaires est favorable. Et je salue la création donc du Conseil présidentiel pour l'amélioration des climats des affaires qui a été créé, mais malheureusement à ce jour, il n'a pas été encore installé. Pour plusieurs raisons, notamment au moment où la veille de son installation, c'était le Covid qui s'est installé et ça a été annulé. Et je crois qu'il est temps de renouveler, de relancer ces climats des affaires pour pouvoir mettre sur la table et discuter, trouver des solutions pour favoriser le climat des affaires et que les entreprises puissent investir et repartir et réduire cet harcèlement que les entreprises font face. Le secteur tertiaire, tout le monde sait, les banques, les services créent des emplois. Il faut aussi là aussi favoriser. Et le troisième point qui est important et que les jeunes sont mieux outillés que quiconque aujourd'hui, c'est le secteur de nouvelles technologies d'informatique et de communication. Et là, je crois que nos jeunes, ils sont très habiles, il faut aussi les encourager et créer des possibilités pour qu'ils puissent s'investir. La jeunesse tchadienne, j'ai confiance en elle parce qu'elle a montré son dynamisme. Les femmes tchadiennes également. Aujourd'hui, quand on voit dans la rue de N'Djamena des jeunes qui ont des maîtrises, des licences, qui sont des clandomanes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas croiser les bras et rester, attendre. Ils se battent. De même, les femmes, dans la rue que vous voyez, des femmes qui transportent des bananes, des fruits, des pagnes, qui vendent. Et là aussi, c'est elles-mêmes le socle de la famille. Et je crois que ces deux secteurs sont très importants. Il faut absolument les soutenir et qu'il faut créer des emplois pour ces gens-là. Et l'autre point que je voulais parler, c'est celui des personnes vivant avec... Si vous pourrez vous résumer. Je résume, juste en une phrase. Je crois qu'il faut créer un cadre que même dans les entreprises ou au niveau de l'État, qu'il y ait un petit quota de personnes vivant avec l'handicap pour qu'ils puissent avoir une insertion sociale. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Ibrahim Maloum. Maintenant, je reviens à... le cycle recommence. Je vais donner la parole maintenant à 2-2, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de temps. Hier, j'ai donné aux jeunes, j'ai donné aux femmes, j'ai donné à l'Assemblée 3-3-3 et j'ai bouclé, je viens de finir avec toutes les corporations. Et là, je reprends maintenant. Donc, je reviens, je vais donner peut-être à la jeunesse.
Donc 2 noms, le gouvernement va venir, j'ai 2 inscrits, Dr Oudengar David et M. Djidi Ali Sougoudi. Mais je vais chez les jeunes, chez mes enfants quand même, je suis une mère là. Et alors les jeunes, je vais donner la parole à M. Hamla Duxia Senghor. Ok, merci Madame la Présidente d'avoir pensé aujourd'hui à la jeunesse. Et nous avons cette opportunité maintenant de nous prononcer. Avant tout propos, Madame la Présidente, je voudrais commencer mon intervention par dire que qu'on ne laisse pas le rumeur qui circule avant qu'on ne soit dans cette salle, qu'il y a déjà quelque chose de ficelé et que nous sommes là juste pour un scénario. Je dis cela pourquoi? Dans les propositions qui ont été faites relativement par rapport à l'âge, je pense bien que 90% de ceux-là qui ont eu à intervenir ont dit que l'âge de la magistrature suprême doit revenir à 35. Mais je suis surpris qu'on me dise que c'est l'âge de 45 qui est arrêté. S'il vous plaît, faites la volonté de participants et non la volonté seulement du présidium. Ça devait être une confiance qui est placée en vous et vous devez faire la volonté de ceux-là qui sont en train de dire les choses sérieuses ici. Ce point, vous n'avez pas bien écouté, sinon il y a eu la moyenne qui a été faite. Il y a certains qui ont proposé 35, d'autres de rester sur les 45 et la moyenne c'est 40 ans, donc c'était 40 ans qui a été retenu. Merci. Madame, je suis vraiment désolé, je n'ai pas quitté la salle depuis que je suis ici dans cette salle, à moins qu'il y ait un autre forum qui se tient dans une autre salle. Sinon, dans cette salle, je pense bien que c'est au moins, si c'est trop, c'est 3 personnes seulement qui ont parlé de 40 ans. Sinon, la plupart de ceux-là qui ont intervenu, c'est 35 ans, madame. Excusez-moi. Et en ce qui concerne les résolutions, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a si bien le dire dans cette salle ce matin. En ce qui concerne l'âge de la jeunesse, il faudra que nous prenions en compte quand même les éléments juridiques qui sont mis en place. Je fais ici allusion à la Charte africaine de la jeunesse qui fixe l'âge de la jeunesse de 15 à 35 ans. Et il faudra que l'implication de la jeunesse tienne compte de cela pour qu'on puisse quantifier le pourcentage de ces jeunes-là qui sont effectivement impliqués dans les instances de prise de décision. C'est vrai qu'il y a une petite avancée qui est là, mais nous pensons que les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués. Et pour cela, il est important que nous ayons un quota de 40% pour la jeunesse, pour qu'on sache que les jeunes sont véritablement impliqués dans les instances de prise de décision. Et cela ne doit pas se passer seulement dans les grandes institutions, mais même dans le parti politique, dans toutes les institutions, il faudra que les jeunes ne soient pas relégués au second là. Laissons la place à la jeunesse pour que ceux-là puissent également expérimenter. Et c'est ceux-là qui sont le relève de demain, qu'on ne puisse pas les relever au second là, qu'ils apprennent auprès de leurs aînés. Et il faudra que nous ayons des aînés de référence pour ne pas qu'on dise que nous ne sommes pas la jeunesse responsable. La responsabilité, nous devons également la prendre auprès de vous. Merci. En ce qui concerne je vais aller très rapidement. Madame la Présidente, le problème majeur de la jeunesse tchadienne aujourd'hui, c'est la question de l'emploi. La jeunesse tchadienne est formée, mais on dirait que cette jeunesse, on la forme juste pour aller en chômage. Il faudrait donc qu'il y ait une formation en adéquation avec le monde de l'emploi. Et un autre aspect, je ne voudrais pas occulter cela, parlant de recrutement à la fonction publique, il faudrait donc donner l'égalité de chances à toute la jeunesse. Vous conviendrez avec moi que ce qui se passe en ce moment autour du recrutement de 20 000 jeunes, si vous n'avez pas un parrain, si vous n'appartenez pas à un parti politique, vous ne pouvez pas avoir la chance d'être recruté. Mais les enfants des pauvres, où est-ce qu'ils vont en aller? Il faudra que cela soit vraiment pris en compte. Nous voulons la transparence dans nos institutions pour que nos institutions soient véritablement fortes. Je m'en excuse. Et je reviens sur un problème très pertinent. C'est 2 minutes, 2 minutes. Il ne faut pas revenir sur les problèmes déjà traités. Je suis d'accord, madame la Présidente. Je voudrais dire que nous ne pouvons pas
parler de la promotion de la jeunesse sans toutefois que nous mettions un accent sur la formation de cette jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes ici en train de débattre de la vie de cette nation. Et ceux-là qui doivent être la relève de demain sont à la maison parce que les enseignants qui sont censés former les cadres de demain ne sont pas pris en compte. Nous pensons que nous ne pouvons pas faire la promotion de la jeunesse sans toutefois qu'on investisse dans la formation de cette jeunesse-là. Et je reviens pour dire qu'on ne peut pas parler également de la jeunesse sans parler de sa formation. Je fais ici allusion à nos universités. La bourse a été supprimée pour être réinvestie dans les œuvres universitaires. Il nous reste 15 minutes seulement. Aujourd'hui, c'est le calvaire. Sinon, je coupe la parole. Je vous en prie, madame, laissez-moi aller au bout de mes réflexions. Je n'ai pas encore écouté mes minutes. Non, on n'a pas ce temps-là. Merci. Je passe la parole maintenant à Abdelkader Abderrahmane Koko. Merci Madame la Présidente. Ce n'est pas un nom ici, sinon j'applique systématiquement les 30%. D'accord. Merci Madame la Présidente. Allez-y. D'accord. Je voudrais commencer mon intervention par un vœu. C'est celui de voir les institutions autour desquelles nous sommes en train d'échanger aujourd'hui, celles que nous voulons mettre en place, être effectivement mises en place, mais être accompagnées par une volonté de promotion de l'intégrité et une mise en cohérence pour que cet ensemble-là puisse être effectivement ancré dans le processus de développement de notre pays. C'est un élément qui est très important et qui nous évitera très certainement de remettre en cause les acquis de manière régulière. Mon intervention va s'articuler autour de 4 éléments clés qui vont tourner autour de la jeunesse et de la femme. Notre préoccupation, tout ce que nous émettons comme vœu, tourne autour d'une double question que je qualifierais pratiquement d'existentielle pour la jeunesse. C'est quel Tchad pour la jeunesse et quelle jeunesse pour le Tchad? Nous avons nos attentes en termes de représentativité. Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit, mais je voudrais soumettre sur le volet de l'éducation. Nous nous alignons parfaitement sur ce que M. Banane venait de dire en ce qui concerne la réforme éducative pour avoir ce dispositif orienté vers l'emploi. Qu'il y ait au niveau de l'emploi pas cette nécessité de choisir entre la fonction publique ou l'entrepreneuriat. Que les deux possibilités restent, mais qu'on comprenne que le secteur public ne peut pas absorber tous ces jeunes-là. Alors davantage, il faudrait s'investir en ce qui concerne les fonds qui sont mis à la disposition des jeunes entrepreneurs, que ces différents fonds qui sont isolés, qui sont éparpillés là, soient alignés au niveau du ministère de la Jeunesse afin de permettre un meilleur suivi. Pour ce qui est de 2 accélérateurs de développement, il y a la question de l'Internet et la question de l'énergie. Nous avons compris que à travers ces outils-là, il y a des jeunes dans d'autres pays qui sont en train d'avancer. Il y a des jeunes qui se forment à distance. Que ces outils-là soient pleinement libérés et renforcés afin de permettre à la jeunesse de pleinement s'ancrer dans le processus mondial. Et l'énergie joue un rôle prépondérant, qu'une résolution soit prise également dans ce sens. Elle ne servira pas seulement à la jeunesse, mais elle servira toute la nation. Pour ce qui est d'un volet relatif à la cohabitation pacifique, les jeunes aujourd'hui sont manipulés, comme on le dit. Ils sont aujourd'hui utilisés à travers les réseaux sociaux, à travers les différents aspects pour véhiculer ces messages de haine. Je proposerai, Madame la Présidente, que ces outils, ces canaux qui sont utilisés pour véhiculer la haine, pour véhiculer le dénigrement du pays là, soient appropriés et qu'ils soient utilisés pour véhiculer des messages de paix, des messages d'amour. Et c'est en utilisant le même canal qu'on peut contrer cette volonté d'extrémisme là. Et je m'en vais terminer, Madame la Présidente. S'il vous plaît. Oui, je vais terminer, merci. En soutenant l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse et celui du Conseil national des femmes. Ces structures, malgré leur faible capacité, ont produit quand même des efforts. Les institutionnaliser, mais leur conférer, leur laisser cette assise-là
qui leur permettent de faire un mode de désignation interne propre, qu'il n'y ait pas cet ancrage définitif avec l'État, comme certains l'ont recommandé. Je soutiens également la mise en place de 2 observatoires, l'un qui est consacré à la jeunesse et celui qui est consacré au genre, parce que nos sorts sont liés. Et je voudrais rendre cet hommage à nos mamans, les femmes et les jeunes sont liés. Au sein de la jeunesse, nous avons des femmes, et au sein des femmes, il y a des jeunes. L'ensemble constitue ce moteur-là qui va propulser notre pays vers l'avant. Et je souhaiterais dire, hein, c'est mon mot de la fin, nous avons compris qu'il y a une volonté de dire les jeunes, les aînés, les femmes, les hommes, cet ensemble-là constitue le Tchad. Il n'y a qu'un seul Tchad. Nous faisons cette distinction-là juste pour permettre de donner le meilleur à chaque corporation. Mais un adage a dit, le jeune va vite, mais le vieux... 11 heures, s'il vous plaît. Le jeune va vite, mais le vieux connaît la route. Donc, nous avons toujours besoin de nos aînés pour nous montrer le chemin. Et nous sommes disponibles pour les soutenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parole à M. David Oudengar. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Tout comme ceux et celles qui m'ont précédé, je voudrais avant tout féliciter les membres du Présidium et particulièrement vous, Madame la Présidente, pour avoir, depuis l'ouverture de ce deuxième forum, conduit avec doigté nos travaux. L'impression qui se dégage est celle de la satisfaction de voir les Tchadiens s'exprimer ainsi, à cœur ouvert, sur les différentes thématiques présentées. Des observations pertinentes et des propositions importantes ont été faites. Il n'en demeure pas moins que certaines propositions manquent parfois de fondements juridiques, ne sont pas solidement argumentées et ne sont pas étayés par des éléments d'appréciation précis, objectifs, susceptibles de forger la conviction de tout un chacun. Mieux, nous sommes peut-être arrivés ici avec des niveaux d'information inégaux, ce qui parfois se traduit par le manque de précision dans nos interventions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous avons suivi les interventions dans la salle, on est revenu sur un certain nombre d'aspects, avec peut-être le souhait de voir améliorer les choses. Si c'est cela, c'est une bonne chose, mais on ne refait pas ce qui a été déjà fait, il faut l'améliorer. Malheureusement, on a l'impression que rien n'a été fait et qu'on voudrait que tout soit fait à partir de ce forum. Ceci étant, ce constat n'est pas si important que cela, dans la mesure où le but du forum est de permettre aux participants de s'exprimer librement. Il appartiendra donc à ceux qui maîtrisent ces sujets et ceux qui sont habitués aux subtilités juridiques de donner la forme qu'il faudra à ces propositions. Parlant des institutions à créer ou à supprimer, ce qui est en cause, ce n'est pas tant l'existence ou l'absence de ces institutions. Ce qui est en cause, c'est la perception que nous avons de ces institutions et l'angle sous lequel nous le voyons, avec d'ailleurs beaucoup de subjectivité et très peu parfois d'objectivité. Dans ce genre d'exercice, on devrait d'abord commencer par identifier le problème, préciser les objectifs, dire en quoi ce problème est lié ou non à l'existence ou à la non-existence de la structure en question, d'une telle ou telle structure. Ensuite, il faudrait indiquer quelles sont les priorités, que veut-on faire
Que veut-on espérer? Et bien sûr, s'il est opportun de le faire. Malheureusement, dans les interventions, nous n'avons pas vu tout cela. Pour répondre de manière satisfaisante à l'ensemble de ces questions, il faudra peut-être plus que 4 jours. Mais c'est pourquoi je voudrais ici souscrire à l'idée émise par mes prédécesseurs en ce qui concerne les résolutions sur des propositions importantes à faire, quitte à laisser la latitude ou le soin aux instances mieux outillées de leur donner la forme appropriée. Mais ce n'est pas là l'objet essentiel de mon intervention. Mon intervention porte spécifiquement sur la thématique ayant trait à la réforme judiciaire et particulièrement à l'observateur du foncier, plus précisément le code foncier et le code de la famille. Sur ces questions, je crois qu'il y a eu des intervenants hier qui nous ont précédés et ils ont développé largement le point de vue par rapport au code de la famille. Par rapport au code de la famille, je voudrais tout simplement dire que dans la salle, nous avons écouté qu'il y a des réserves. Si réserve il y a, il est loisible aux acteurs de pouvoir se rapprocher et essayer, dans la mesure du possible, des solutions appropriées à cela. Le code de famille a mis du temps. Son importance n'échappe à personne. On ne peut pas concevoir qu'à chaque occasion, on puisse parler du code de la famille et que rien n'avance dans ce domaine. C'est qu'il y a un manque de volonté quelque part. Donc il faudrait que les acteurs puissent transcender leurs divergences, aller de l'avant, tout en respectant, bien sûr, le caractère laïque de l'État. Parce qu'on oublie assez souvent, dans nos débats, de mettre en exergue cet aspect qui fait que, parfois, nous n'avançons pas beaucoup dans ce domaine. Par rapport au code foncier, là également, nous avons suivi l'évolution de ce dossier. Et si je tiens à revenir là-dessus, c'est particulièrement pour un certain nombre de raisons qui ont été évoquées par mes prédécesseurs, mais particulièrement pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est que les textes régissant le foncier au Tchad, vous le savez tous, datent de 1967. Ça fait pratiquement 53 ans aujourd'hui. Certaines dispositions sont obsolètes. Et le Tchad est le seul pays de la sous-région ou bien de l'Afrique subsaharienne à ne pas actualiser ces textes par rapport à cette matière qui est le foncier. Cela pose un vrai problème. Et vous n'ignorez pas que s'il y a difficulté à faire avancer le code foncier, c'est parce que le régime foncier est le lieu de tous les conflits, le système foncier. Et la tenue foncière dans nos pays obéit non seulement aux textes réglementaires, mais à ce que nous connaissons aussi, nos dispositions coutumières. Si le texte est arrivé au niveau de l'Assemblée et ça n'a pas évolué, c'est qu'il y a des raisons fondamentales pour cela. Et pourtant, le travail a été fait en amont par les spécialistes, tout a été travaillé de manière satisfaisante. Malheureusement, on n'a pas pu avancer d'un iota. Monsieur le ministre, proposition, parce qu'il est déjà 11 heures. La proposition, c'est simplement de faire en sorte que ce texte puisse avancer pour permettre à ce qu'on résolve le problème du foncier. Parce que tant que vous n'aurez pas un régime juridique de terre de manière claire, on continuera à avoir ces problèmes que nous connaissons. Et un intervenant tout à l'heure a dit que plus de 80% des litiges qui sont pendants devant nos juridictions ont trait au foncier. Ce n'est pas une mince affaire. Je ne partage pas totalement l'argumentaire qui consistait à dire que la responsabilité incombe aux techniciens, mais il faut dire qu'il faut clarifier très très rapidement cette situation. Ayons le courage de le faire pour aller de l'avant, pour permettre au secteur agricole de se développer. Parce que vous ne pouvez pas parler de développement agricole si vous ne résolvez pas ce problème prioritaire qu'est le régime juridique de terre, le droit détenu sur ces terres-là.
Malheureusement, on n'a pas le courage d'aller de l'avant. Et si on n'a pas le courage d'aller de l'avant dans ce domaine, il est extrêmement difficile d'assurer une certaine sécurité juridique dans les activités qui seront menées par cette frange importante de la population que sont les agriculteurs et plus exactement les exploitants. Même si une loi a été prise dans ce domaine, la loi relative à l'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique, il y a encore énormément de choses à faire. Parce que cette couche de la population mérite un traitement spécifique. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est pourquoi je voudrais simplement suggérer qu'à différentes étapes de leurs activités, au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la commercialisation, des dispositions précises soient prises. Et surtout, il faut veiller à assurer le revenu de ces producteurs et à assurer également la protection sociale de ces agriculteurs qui constituent une catégorie de travailleurs, tout comme les autres catégories de travailleurs. Malheureusement, on n'en parle pas assez et je tenais à le dire par rapport à cette question importante de développement agricole. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je passe la parole à Madame la ministre Amina Longo, parce qu'on parle quand même du sujet de la femme, et ensuite à Dr Djiddi, puis depuis hier, les responsables religieux, il y a les catholiques qui ont parlé, les musulmans, il reste les maîtres, donc je vais lui donner aussi la parole, et ensuite on va clôturer avec les chefs de file de l'opposition et les chefs de file de la majorité. Merci. Vous avez la parole, Madame la ministre. Vous êtes dans la salle. Amina Longo. Je suis là. Ok. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais, dans un premier temps, joindre ma voix à celle des autres pour féliciter le comité d'organisation, mais aussi le Présidium pour l'avancée et les bons travaux qui évoluent. Je voudrais intervenir sur deux aspects, la promotion de la femme, mais aussi le code de famille. Madame la Présidente, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas parler de promotion de la femme sans parler de l'éducation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées dans la promotion de la femme. Il y a une volonté politique qui est là et sociale du gouvernement. Beaucoup de textes et lois ont été adoptés, mais je pense qu'on doit mettre une attention particulière sur l'éducation des filles. Parce que la scolarisation, le plus grand nombre des personnes qui ne sont pas scolarisées sont les filles. Il y a une loi, la 016 de 2006, qui porte sur la réforme de l'éducation. Mais je pense que cette loi doit avoir un décret d'application. C'est ce qui manque à nos textes. S'il y a un décret d'application, les textes seront mieux connus, les textes seront mieux appliqués et on pourra ensuite parler de la gratuité de l'école. Il paraît que l'école est gratuite. En réalité, est-ce que c'est une mythe ou c'est réalité? Parce que quand on va dans des écoles publiques, il y a toujours ce problème entre les associations de parents d'élèves et l'administration qui exige à payer quelque chose avant que les enfants ne soient acceptés à l'école, alors qu'on sait qu'il y a la volonté politique du gouvernement à faire en sorte que l'éducation soit gratuite. Donc pour cela, je plaide pour qu'il puisse avoir un décret d'application de la loi 016 de mars 2006. Je voudrais aussi dire que la question de l'observatoire genre est un acquis. Le gouvernement, c'est vrai qu'il a beaucoup fait. Mais je parle aussi en tant que femme, pas forcément en tant que ministre de la femme. C'est que nous, les femmes, c'est notre moment de se lever et de s'unir comme une seule personne et pouvoir revendiquer ou faire accepter toutes ces décisions qui sont prises pour nous. C'est-à-dire que l'observatoire genre a été déjà validé depuis 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Mais si cette loi n'a pas encore été adoptée, c'est qu'il y a un problème à notre niveau. Je demande à mes sœurs au ministère de la Femme et au CONAF le plus rapidement possible après ces assises de se mettre ensemble afin que le projet de l'observatoire genre soit présenté à l'Assemblée nationale. Aussi, autre chose, je voudrais parler du code de famille et des personnes. Madame la Présidente, vous conviendrez avec moi qu'en réalité, il n'y a pas une volonté quelconque à faire avancer ce code de famille. Un code qui régit plus de 999 articles, il y a seulement 90 ou 91 qui ont des problèmes. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes incapables, l'État est incapable de se mettre en place et de revoir ce problème et de faire adopter ce code?
qui règle beaucoup de choses, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Je plaide pour qu'ensemble nous puissions, je respecte nos us et coutumes, je respecte aussi la religion, mais est-ce que ce problème est vraiment un problème de religion? Parce que vous conviendrez aussi avec moi qu'à côté, le Maroc est un royaume musulman, mais le royaume du Maroc a aujourd'hui son code de famille. Ce qui signifie que si le Tchad veut se doter de ce code, il peut très bien le faire. Et donc pour cela, Madame la Présidente, je souhaiterais que soit recommandée à l'issue de ce forum une relecture du code en associant le ministère de la Femme, bien sûr, qui a émis le projet, les religieux, l'Assemblée nationale et la justice, bien entendu le SGG, puisqu'une relecture puisse être faite le plus rapidement possible et présenter ce code pour être adopté. Je souhaiterais aussi que soit renforcé ou ajouté à notre arsenal juridique la ratification du protocole de Maputo, qui aussi est une grande avancée, ne parle pas seulement des femmes, mais des personnes âgées. Donc, à mon humble avis, ce protocole devrait aussi être ratifié pour enfin clôturer l'arsenal juridique en faveur des femmes. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je passe la parole au ministre Didier Sougoudi, secrétaire d'État à la Santé et à la Solidarité nationale. Merci Madame la Présidente du Présidium. J'aimerais évoquer deux choses sur la justice. Madame la Présidente et Monsieur le membre du Présidium, nous avons, vous avez dit dans la résolution 1 relative à la justice que c'est résolu. Pour moi, cette résolution n'a pas du tout été résolue. Parce que, certes, il y a eu des créations des juridictions, mais il n'y avait pas, le prestige n'a pas été pris en compte. Et dans les interventions, vous avez remarqué que les magistrats, les greffiers, les juges sont clochardisés. Alors où est le prestige dans ces cas-là? Je propose alors de créer des HLM, des logements à loyer modéré, ou bien même des logements pour les juges, pour que les juges soient à l'abri du besoin. Il faut être pratique. L'autre chose que je voulais dire, c'est sur la DIA. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs qui êtes ici, la DIA continue. Les gens nous forcent à contribuer pour payer des crimes commis par des individus qui ne sont pas dérangés du tout, qui ne sont pas mis en prison. Pourquoi? C'est parce que la justice est faible. La justice ne court pas après le criminel. Si la criminelle n'est pas inquiétée par les parents de la victime, le criminel continue son chemin, il mobilise son clan, sa famille, il paye et ça passe. Ça, il faut arrêter. Il ne faut pas mettre à côté que c'est un délit, c'est une réparation civile, le pénal va s'exercer, mais le pénal ne s'exerce pas depuis quelque temps. Et depuis toujours d'ailleurs. Donc il faut impliquer les chefferies traditionnelles dans ces choses-là, puisqu'ils ont une grande institution qui est acceptée et budgétivore. Ils n'ont qu'à s'occuper de ces criminels avec les juges pour les mettre en prison. Ils purgent le côté pénal. Et après, ils vont parler des réparations civiles. Car pour moi aussi, la DIA est une escroquerie. Car elle est imposée à tout le monde. Et cette escroquerie, nous le payons avec nos salaires. Des gens qui commettent un crime. Alors que le code, je ne sais pas, civil ou pénal, dit quiconque qui fait un dommage à autrui, c'est celui-là qui va réparer. Le 1382, justement. Je reviens aussi sur le thème des femmes. Il y a trop d'intellect dans les décisions pour protéger la femme. Mais il y a peu d'actes, madame. Il y a l'excision qui se fait, les mariages forcés, les mariages précoces, refus de la répudiation par certains hommes mal aimés, qui sont nombreux et qui sont même dans le forum, et jouent aux sauvages régis à aucune loi. Ils sont là parmi nous. Ils refusent de divorcer les filles des gens. Et nous continuons à les protéger à cause des primitives lois de nos traditions ancestrales. Et je ne refuse. Et la fille, elle traîne. Il faut réparer ça. Et c'est pourquoi je dis, les femmes juristes, les CONAF, vous êtes des intellos dans les lambris de bâtiments pareils, vous dites vos discours, mais vos sœurs souffrent en province.
Donc je crois qu'il faut ouvrir. Je propose que les femmes juristes aient un numéro vert, les filles qui souffrent sans être répudiées, sans avoir la possibilité de se défendre, puissent vous contacter, vous constituez des pôles d'avocats, vous les défendez et mettez en prison les hommes qui défient la loi. La jeunesse, tout pays est un pays de jeunes, s'il vous plaît. Et or, le Tchad est un pays de jeunes, parce que 50% des Tchadiens ont moins de 15 ans. Ce sont les statistiques de 2019 de l'UCET. 50% des Tchadiens ont moins de 15 ans. C'est extraordinaire comme jeunesse, et je ne vois pas les adolescents, les jeunes derrière moi. Il n'y a que des gens de plus de 30 ans, 40 ans comme moi qui sont dans la salle. Vous devez avoir leur avis, ces enfants-là. Les enfants ont des vérités à dire, s'il vous plaît. Il faut les consulter, pas seulement envoyer de l'Internet aux diaspora. Et il y a des choses qui guettent la jeunesse. J'aimerais bien les citer comme je les cité pour les femmes. Vous avez par exemple, madame, l'orpaillage, l'enfant bouvier, l'enfant toxicomane, l'enfant talibé, à l'avenir hypothéqué par une mendicité criarde, illicite, orchestrée par des fakirs qui sont cupides, qui usent et abusent de la vulnérabilité de ces enfants. Qui va protéger ces enfants? C'est nous, ce sont les adultes. Ni une religion n'a recommandé la mendicité, ni une autre foi n'a recommandé. L'islam est clair, la mendicité est illicite. Ces enfants souffrent. Et les enfants bouviers, il y a des gens qui, malheureusement de l'opposition, qui croient que c'est l'employeur qui a tort, qu'il faut condamner les gens qui ont des vaches, qui ont des champs, qui utilisent... Mais pourquoi les parents de ces enfants-là ne sont pas pris pour coupables? Vous mettez au monde des enfants, vous les libérez dans la nature et les gens les emploient, c'est un péché. Assumez-vous. Il faut que les gens assument. Quand vous mettez un enfant au monde, vous devez préparer pour plusieurs raisons. Avant même de mettre au monde un enfant, il faut bien choisir aussi l'épouse. Il faut bien éduquer l'enfant, il faut avoir les moyens. C'est ce qu'on nous a dit quand on est parti demander de l'aide à l'étranger. On nous disait que les femmes tchadiennes font le taux de natalité le plus élevé au monde. Après le Niger, nous avons 6,5 enfants par femme. C'est énorme. Et c'est cela qui retarde l'Afrique. Mais beaucoup ont contesté, mais il y a un fond de vérité. Si vous mettez au monde des enfants, il faut les protéger et les employer. Pour finir, madame, permettez-moi que je parle des personnes spécifiques qui sont les handicapés. Il ne faut pas croire que les handicapés, c'est ceux qui n'ont pas de membres. Il y a beaucoup d'handicapés. Il y a les handicapés neurosensoriels, il y a les sourds, ce qu'on appelle les malentendants, les malvoyants. Nous avons les déficients mentaux. Où sont ces gens-là? Pourquoi on ne les évoque pas? Ils ne sont pas dans les salles. Pour avoir fait ma thèse de doctorat sur la surdité et scolarisation au Tchad, c'est une enquête dans des écoles de sourds. Près de 60% des sourds sont dus à des maladies évitables, dont la rougeole, la méningite et la quinine qui est utilisée pour les pallier. Et ces gens utilisent des alphabets différents pour des écoles. Il n'y a que des écoles au Tchad, l'école de Paris-Congo et l'école de Walia. Je ne sais pas s'il y a d'autres écoles au sud. Et ces enfants utilisent des alphabets différents. Les alphabets anglo-saxons qui sont francisés du Canada, à l'école de Walia, je crois, qui est financée par la fondation de Michigan, et l'école publique de Gardole qui utilisait un alphabet qui est proche de l'alphabet belge. La preuve, l'alphabet n'est même pas uniformisé. Certains enseignants sont formés au niveau du Nigeria, d'autres sont formés comme ça. Et ces enfants ont besoin d'une uniformisation de leur curricula. Idem pour les sourds. On a des malentendants célèbres qui sont des élus. Je crois que ce sont mes cadets qui étaient au Sacré-Cœur et ils doivent témoigner. Est-ce que le braille est uniformisé aussi au Tchad? Maintenant, Monsieur le ministre, nous avons largement Merci beaucoup. Je conclue alors en disant que les déficients mentaux, ce sont aussi des handicapés mentaux. Ces enfants, on n'a aucune école. Je propose qu'on ouvre des écoles parce que dans plusieurs familles, dans plusieurs foyers, à cause des maladies tropicales, il y a des enfants qui développent des retards mentaux, mais nonobstant les maladies génétiques. Et pour finir, madame, permettez-moi de parler un seul mot sur les personnes âgées. On ne peut pas parler de la jeunesse, de la femme et d'oublier les personnes de troisième âge. Parce que ce sont ces personnes que nous serons demain. Il n'y a pas de centre de retraite. Les personnes âgées n'ont pas de maison de retraite. Ils ont une prise en charge médicale spécifique. Elle n'est pas faite. Ils ont un accompagnement spécifique qui n'est pas fait. Ils sont même parfois en abandon. Et oui, il y a une maltraitance même de ces personnes de troisième âge. Vous pensez que vous gardez très bien votre maman
Mais parfois, les enfants, il y a des gens qui peuvent les maltraiter et la personne âgée a besoin d'un soutien et la protection de l'État, tout comme les enfants. Beaucoup. Merci, Merci monsieur beaucoup. le ministre. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à l'EMET, les représentants de l'EMET. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir accordé la parole. L'entente des églises et missions évangéliques au Tchad se réjouit de la tenue du deuxième Forum national inclusif et félicite le Présidium et le comité d'organisation pour ce forum. Depuis les travaux qui l'ont précédé jusqu'à maintenant. Nous apprécions également à sa juste valeur la politique du maréchal du Tchad, politique de la main tendue, qui a permis la présence de nos frères de l'opposition musclée, pour ne pas dire opposition armée, parmi nous. L'EMET a déposé un document au Présidium, document qui prend en compte l'ensemble de ces préoccupations et nous nous réjouissons de ce que la plupart de nos préoccupations ont été déjà prises en compte par les différents participants, intervenants. Néanmoins, il convient d'appuyer certains points dans la limite du temps qui nous est donné. Nous recommandons ceci, que les leaders des confessions religieuses soient reconnus formellement dans leur rôle, dans le rôle qu'ils jouent dans la cohabitation pacifique. Nous recommandons qu'il faut impliquer fortement les leaders de confessions religieuses dans la gestion et la résolution des conflits éleveurs-agriculteurs qui met en mal le vivre ensemble. L'intégration à la fonction publique doit obéir aux critères de neutralité. L'octroi des bourses d'études doit donner la chance à tous les jeunes Tchadiens sans distinction. Nous souhaiterions que les parents qui paient la bourse d'études à leurs enfants, qu'ils soient remboursés lorsque ces enfants reviennent pour travailler au développement de leur pays. Nous proposons qu'il faut soutenir fortement l'application de la justice à tous les niveaux afin de corriger l'impunité criante. Impliquer formellement les leaders de confessions religieuses dans des programmes de moralisation des fonctionnaires et agents de l'État sur la gestion des biens publics sur la base des Saintes Écritures. Introduire l'enseignement religieux dans les programmes scolaires. Renforcer la loi sur la protection de l'enfant. Enfin, au sujet du code de famille, nous suggérons qu'il faut s'asseoir avec toutes les parties prenantes pour une relecture de ce code afin de trouver une issue de sortie et que ce code soit rendu disponible et applicable à nous tous. Voilà ainsi libellé, Madame la Présidente, une partie de nos préoccupations dont nous voudrions vraiment bien appuyer. Merci. Merci infiniment, Monsieur le représentant de l'EMET, pour vos propositions pertinentes. Il y a des demandes pressantes des syndicats de l'ESINET.
M. Tara Fort-Clossou. Et puis, moi, je suis un peu frustrée aussi si je ne donne pas la parole à 2 femmes au moins. Parce que les jeunes ont eu 5, elles n'ont eu que 3. Donc, je vais également donner la parole à Koubra Adam et Iré Diane avant de passer à nos éminents représentants de la majorité et de l'opposition démocratique. Donc, la parole est à M. Tara Fort-Clossou. Je ne peux pas vraiment faire plus que ça. Celles qui ont parlé hier, je ne peux pas donner la parole. Donc, je ne peux pas faire vraiment plus que ça. Il est 11h30, s'il vous plaît. Et nous devons vider la salle à 13h pour la mise en place. Parce que le maréchal du Tchad nous a vraiment concédé quelque chose d'important. Il a reporté d'1 jour pour que la clôture se fasse un dimanche après-midi. Donc, vraiment, tous les sujets ont été évoqués, des propositions pertinentes ont été faites. Et je pense que tout le monde va se retrouver dans ces propositions-là. Donc, je demande vraiment votre intelligence et votre compréhension. Donc, je passe la parole à M. Tara du Sinet. Ok, s'il n'est pas là, je passe la parole à Mme Koubra Adam. Il est là? Madame la Présidente. Prenez la parole, s'il vous plaît. Je suis là. M. Tara, ok. Après, c'est Mme Koubra Adam. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais intervenir par rapport à 2 entités, la femme et la jeunesse. Nous avons parlé de la jeunesse. Beaucoup de voix se sont élevées ici. Il ne peut pas avoir une jeunesse ou un développement de la jeunesse sans une bonne santé. Je voudrais dire ici que le couple mère-enfant également ne peut pas être développé sans une bonne santé. Dans mon domaine, je voudrais apporter des propositions pour que la jeunesse tchadienne qui aspire à la recherche et au développement du pays puisse être en bonne santé. Pour cela, je voudrais dire qu'il faut développer la recherche au niveau des jeunes médecins. Des jeunes médecins parce que aujourd'hui, le système de santé au Tchad a besoin d'une amélioration pour que la population entière soit en bonne santé. Je voudrais dire quoi, Madame la Présidente? Le médecin tchadien aujourd'hui a besoin d'un traitement particulier. Pourquoi? Parce que j'ai relevé ici quelques points, surtout au niveau du traitement des médecins et au niveau du développement scientifique des jeunes médecins tchadiens. À l'heure où nous parlons, Madame la Présidente, nous avons au moins 3 jeunes médecins qui sont en session à Brazzaville pour leur agrégation dans le domaine de la santé. Ils se sont battus. Ils se sont battus et si Dieu voulant, nous allons enregistrer les tout premiers jeunes médecins agrégés à 35 ans. Ça, c'est un effort personnel. Aujourd'hui, le médecin tchadien, tous les parents dans cette salle, beaucoup ont des enfants qu'ils ont financé la bourse d'études par la famille. La moyenne, c'est au moins 10 ans qu'ils financent, ça coûte cher. Et quand ces jeunes médecins partent jusqu'en spécialité, c'est en moyenne 14 ans. Dès qu'ils rentrent, la grille salariale est de 130 000. Tout confondu. On ne sait même pas qui est généraliste, qui est spécialiste. À ce niveau, Madame la Présidente, je demande qu'il faudrait que le gouvernement revoie un peu la situation des médecins pour les mettre un peu à l'aise afin qu'ils puissent s'intéresser de la santé de la population. Je voudrais encore parler des recherches scientifiques pour les jeunes médecins qui sont aujourd'hui en train de donner le meilleur d'eux-mêmes dans les différentes facultés de médecine. Mais
la bi-appartenance depuis la création de la faculté de Gardolé, 20 ans, la simple bi-appartenance traîne. Est-ce que c'est vraiment un problème de mettre un médecin dans les conditions idéales de recherche? Madame la Présidente, je vais parler encore de la jeunesse. Cette fois-ci, je parle de tramol. Personne n'a voulu évoquer ici, qui est en train de détruire notre jeunesse. Le maréchal du Tchad a chaque fois dit que le tramol et les alcools frélatés sont interdits. Mais force est de constater qu'en ce moment, toujours, on fait des fraudes pour détruire la jeunesse. S'il vous plaît, on est à 11h27. Madame la Présidente, s'il vous plaît, résumez-vous, s'il vous plaît. Je vais entamer avec la sécurité des jeunes médecins à l'intérieur du pays. Madame la Présidente, quand un jeune médecin commet une erreur, je pense qu'il y a des voies autorisées et il y a des décisions de justice, mais nous constatons que le médecin, dans l'exercice de fortes fonctions, est traqué ou arrêté arbitrairement par les autorités. Là aussi, je demande à ce que nous recadrons un peu nos autorités à l'intérieur du pays, parce que c'est eux-mêmes qui doivent assurer la sécurité des médecins. Donc, si cela ne se fait pas, c'est un peu paradoxal. Je vais parler aussi un peu des jeunes de la faculté de médecine d'Abéché. La première promotion qui est à sa 10e année. Madame la Présidente, est-ce que le gouvernement ne peut pas accélérer? Le Tchad a besoin de médecins. Le processus de leur soutenance des thèses afin que nous puissions augmenter le nombre de médecins au Tchad. Sur ce, Madame la Présidente, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à Madame Koubra Adam. شكرا رئيسة المنتدى. مبدئية سعيدة بأن أكون ضمن التشادين المشاركين في هذا المنتدى. لقد عرفت تشاد خلال مسيرتها الديمقراطية حفظا للتطورات في مجال ترقية المرأة والشباب. ففي المنتدى الأول لقد حصلت المرأة على ترقية حول حصولها على توقيع رئيس الجمهورية، فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مارشال تشاد ب30%. ونطالب أيضا في هذه المنتدى بأن يكون 50%. وكما نطالب أيضا للشباب والشابات بوضع نسبة واضحة ومعروفة تماما كما كانت للمرأة بترقية والتعيينات الجاية إن شاء الله. وشكرا. عفوا شكرا لك. شكرا. Je donne la parole à Dr Iredian. Elle est là? Iredian, est-ce qu'elle est là? Ah, ok. Ok, merci Madame la Présidente. Hier, j'ai voulu intervenir sur la jante féminine, mais les deux honorables, Madame Loum et Aïmadi Opportune, ont largement parlé de cela, donc je ne reviens pas dessus. Et j'ouvre juste une parenthèse pour que nous puissions lever le verrou de mandat présidentiel. Et je propose le septennat, 7 ans, et lever le verrou de 2 mandats. Et je reviens sur l'âge aussi de la présentation législative et présidentielle. Je crois qu'à l'âge de 18 ans,
on suppose qu'on est majeur déjà, donc je ramène l'âge de la présentation à 25 ans et il faut une limitation pour l'âge maximum pour la présentation à la présidentielle. Je propose 80 ans. Et il faut un regard spécifique sur les femmes en milieu rural. Je vous remercie. Merci infiniment. Bien, je vais à présent passer la parole au chef de file de l'opposition démocratique. Allô? Ouais. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, avant de commencer mes propos, permettez-moi de faire un pas en arrière, tout petit pas. Hier, dans ce local, une éminente personnalité avait déclaré que c'est grâce à la démocratie que l'opposition avait raconté sa vie hier. Nous n'étions pas venus pour raconter notre vie, c'est pour contribuer à un débat national et dans l'intérêt du peuple tchadien. Si la démocratie est un problème de droit, de raison, tout ce que l'opposition avait expliqué par rapport au régime intégral présidentiel, au régime semi-présidentiel, c'est ce débat-là qui allait être retenu. Mais la démocratie, c'est un problème de nombre. Et comme les défenseurs d'un régime sont plus nombreux que ceux qui combattent, c'est ce qui fait que l'idée de la vice-présidence va être retenue. Mais nous n'avons pas raconté notre vie, nous avons contribué à un débat franc. Ceci étant, Madame la Présidente, nous, dans cette salle, nous avons constaté quand même une avancée, parce qu'après évaluation, certaines résolutions du premier forum ont été annulées, notamment l'annulation du serment confessionnel, l'élimination des limitations de mandat des élus locaux. Nous avons également repoussé le débat par rapport à la modification des drapeaux. Cela est une avancée significative que nous notons avec plaisir. Mais le tout n'a pas été retenu. L'opposition, dans ses recommandations, avait quelques préoccupations qui n'ont pas été prises en compte, surtout en ce qui concerne la loi 32 et l'article 74 du Code électoral. Ça, nous demandons à ce que ces deux textes soient renvoyés au cadre national de dialogue politique pour une relecture. Parce qu'il y a des dispositions dans la loi 32 qui freinent un peu la liberté des partis politiques. Il y a également l'article 74 du Code électoral qui ne garantit pas la transparence des élections. Que ces deux textes soient renvoyés au cadre national de dialogue politique pour relecture. Au dernier point, nous avons supprimé
beaucoup d'institutions sans pour autant justifier pourquoi ces institutions doivent être supprimées. L'opposition démocratique plaide pour le maintien du Conseil économique et social. C'est une institution des Nations Unies qui existe dans 30 pays quand même au monde et qui ne coûte pas cher au gouvernement. Nous plaidons pour son maintien et demandons également au gouvernement de mettre des moyens à sa disposition pour son fonctionnement. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le chef de file de l'opposition démocratique. Je passe la parole maintenant au chef de file de la majorité. Merci Madame la Présidente. Rassurez-vous, chers participants, que ce n'est pas un débat entre l'opposition et la majorité. Je prends la parole, Madame, pour vous féliciter. Pour féliciter le Présidium. Parce que vous avez conduit nos travaux avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de patience. Et c'est ça qui a fait que, même si nous n'avons pas encore clôturé notre forum, nous pouvons valablement dire que notre forum a réussi. Nous tous, nous avons eu la patience d'écouter tout le monde. Et merci au maréchal, président de la République, pour avoir accepté de nous laisser la journée d'hier, pour que chacun d'entre nous puisse s'exprimer. Et que la clôture se fasse un dimanche qui n'est pas une journée ouvrable. Merci et encore merci. Nous avons voulu participer, et comme tout le monde a participé ici par corporation, pour des intérêts spécifiques de chaque corporation. Les partis politiques de la majorité et de l'opposition, qui ont eu 80 places, Madame, merci beaucoup pour le comité d'organisation, il y a eu 80 places sur les 600 qui sont accordées, les 80 places étaient pour les partis politiques. Donc, on accorde une importance à la classe politique, et par voie de conséquence, nous sommes dans une démocratie et que la démocratie, c'est l'expression du suffrage quelquefois qui compte. Nous avons écouté depuis 3 jours les rectificatifs accordés ou amenés au premier forum pour tout ce qui concerne les institutions. Tout à l'heure, le chef de l'opposition a parlé en disant qu'il y a eu des avancées. Donc, c'est une forme de dialogue. Le forum a fait un dialogue. Le forum a écouté tout le monde. Le forum a accepté qu'on supprime le caractère confessionnel du serment. Le forum a accepté qu'on lève la limitation des mandats des élus locaux. Le forum a accepté de créer le poste de vice-président. Le forum a accepté de créer le Sénat. Le forum a accepté de créer une institution spécifique au chef traditionnel. Le forum a accepté de ramener la Cour de compte, et etc., etc. Le chef de l'opposition tout à l'heure a dit c'est une avancée. Mais merci beaucoup pour que tout le monde comprenne qu'ensemble nous disons oui, c'est une avancée. Et que nous sommes d'accord, parce que la corporation qui sont ici représentées par les partis politiques avait eu et a écouté le premier forum dans cette salle. Des voix se sont élevées pour dire qu'il y a trop de partis politiques au Tchad. Des voix se sont élevées pour dire que les partis politiques ne représentent rien. Il y en a qui ont même dit qu'en dehors de la sacoche ou de la serviette que le chef du parti porte, il n'a rien. Et il est vrai aussi qu'à partir du premier forum, il a été recommandé qu'il y ait une charte des partis politiques et qu'il y ait dans la Constitution, plus tard, un code qui puisse régir nos élections. Eh bien, il y a des voix qui sont élevées ici pour dire que la loi 32 est une loi scélérate. Il y en a qui ont dit dans le code électoral que l'article 74 pose problème. Je voudrais simplement rappeler à tout le monde, parce que le chef de l'opposition connaît ce que j'ai dit, ces deux lois, le code électoral et
le code sur le fonctionnement, la création, le fonctionnement et la dissolution des partis politiques ont été conçus au CNDP. C'est pour cette raison que nous sommes d'accord, Madame la Présidente, pour que cette affaire nous soit portée au CNDP. Et je suis président du CNDP et le chef de l'opposition est le vice-président du CNDP. Nous nous sommes accordés pour dire que ces deux problèmes doivent revenir en relecture au CNDP. Puisque le chef de l'opposition dit qu'il n'y a pas de moyens pour que certaines institutions fonctionnent et qu'il est pour le maintien du Conseil économique et social, oui, nous sommes d'accord avec le chef de l'opposition pour dire que si c'est la demande de l'opposition, nous accédons à cette demande et il faut aussi mettre les moyens nécessaires. Pour finir, Madame la Présidente, je voudrais féliciter chacun d'entre nous ici pour la patience et je voudrais féliciter aussi l'éclairage qui sont apportés dans l'exercice de nos différentes corporations et surtout dans la conduite des affaires de l'État. Avant de vous remettre le micro, je souhaiterais pour ceux qui sont revenus de loin, les gouverneurs, les chefs traditionnels et autres, de repartir vers leur famille en bonne santé et que le Tchad continue à vivre un et indivisible. Merci, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le chef de file de la majorité. Merci beaucoup, Monsieur le chef de file de la majorité. Mesdames et Messieurs les participants, c'est à mon tour de vous remercier et vous féliciter chaleureusement pour vos contributions constructives. Et nous avons vraiment fait une avancée majeure dans la modernisation de nos institutions et dans le renforcement de la solidarité, de l'unité nationale, de la paix, de la stabilité et de la bonne gouvernance. Je voudrais vous prier humblement de m'excuser. Que tous ceux qui n'ont pas pu avoir, qui ont demandé la parole, qui n'ont pas pu l'avoir, vraiment de m'excuser parce que c'est vraiment indépendant de ma volonté. Et merci beaucoup. Donc nous allons suspendre et revenir peut-être vers midi parce qu'on a une contrainte, on doit libérer la salle à 13h. Donc à midi, on va revenir pour que le rapporteur général puisse nous présenter la synthèse de nos travaux de 4 jours. Merci infiniment et je vous remercie.